Pour cette première recommandation de la semaine, 100% Do It, Make Your Dream Come True, je voulais rester dans les films plutôt méconnus de l'acteur, choisissant donc Charlie Countryman. Sorti en 2013 et au casting royal de Shia LaBeouf, Mads Mikkelsen, Evan Rachel Wood et autres Ron Weasley en personne, l'œuvre de Frederick Bond oscille toujours entre drame, thriller et comédie romantique, devenant rapidement inclassable. Narré par John Hurt, rien que ça, il représente pour moi l'époque où la carrière de Shia bascula clairement vers une cinématographie beaucoup plus sombre, engagée et difficile. Que l'on parle de scènes fortes et psychédéliques ou même de thèmes importants, comme l'amour, la mort et la perversion, je ne vous propose pas un long métrage parfait, mais nécessaire pour comprendre l'évolution Shia dans son ensemble. C'est ici, dans un film violent et à ne pas mettre entre toutes les mains, que l'on distingue une copie à l'image de son acteur, particulièrement sous-coté. Et si c'était lui, l'acteur de demain? Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique. Et alors, je peux vous dire que je suis vraiment content de la faire. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'établir ma semaine Shia LaBeouf, 3 vidéos consacrées à l'univers de Shia LaBeouf, 2 critiques et un hors-série à venir cette semaine. Et je ne pouvais pas mieux commencer qu'avec le film de Peanut Butter Falcon, modestement traduit le faucon au beurre d'arachide et prononcé dans le film le faucon au beurre d'arachide. Oui. Un film de Tyler Nilsson et Michael Schwartz avec évidemment Shia LaBeouf dans les rôles titres accompagnés notamment, et le casting est plutôt pertinent, de Dakota Johnson, de Bruce Dern, de Zach Gottsagen et de Jon Bernthal. Jon Bernthal qui incarne le frère de Shia LaBeouf. C'est pas un spoil puisque c'est utile à l'intrigue du film, vous verrez que Jon Bernthal incarne littéralement quelqu'un qui est déjà mort. Donc on va le revoir sur à peu près 3 scènes je crois qui sont des flashbacks de Shia LaBeouf et Jon Bernthal avant. Il a je pense réussi à battre son record du plus petit nombre de temps devant la caméra qui était déjà passé sur Les Veuves, qui lui-même avait largement devancé Wind River. Je ne serais pas étonné qu'un jour Jon Bernthal soit mis juste au générique de fin, histoire de dire on a le nom mais on n'avait pas le gars. Et pourtant, blague à part, son rôle sera quand même extrêmement important au sein du long métrage. Un long métrage, comme je l'ai dit, que j'avais énormément envie de discuter avec vous, qui est sorti en VOD, en Blu-ray et en DVD en janvier 2020. Il était disponible au cinéma mais seulement dans des zones très restreintes aux États-Unis en 2019, et on va en parler tout de suite dans la jeunesse du projet. J'avais envie de commencer par vous parler un petit peu de la façon dont est sorti le Peanut Butter Falcon et surtout ce qu'il représente avant de parler du film, parce que pour moi c'est assez important. Il faut savoir que le projet a tout de suite été destiné à Shia LaBeouf et notamment aussi Dakota Johnson, et ce dès 2017. On avait commencé l'écriture en 2017, le film a mis beaucoup de temps à se mettre en place, il est sorti aux États-Unis seulement dans quelques salles limitées, et il faut savoir que c'est un film indépendant dans la plus grande tradition des films indépendants que fait maintenant Shia LaBeouf. Je pense notamment à American Honey qui avait été salué au Festival de Cannes, alors c'était il y a, me semble-t-il, 2-3 ans maintenant. Il avait été aussi dans Charlie Countryman que je vous ai proposé dans ma recommandation, qui était un film indé. Il est de plus en plus dans ce cas de figure-là, il a même sorti le film dont on parlera dans 2 jours, Honey Boy, dans un style un petit peu indépendant aussi. Et qui dit film indépendant, dit film forcément restreint. Sachez que, malgré le casting qui comporte quand même pas mal de grands noms, je veux dire, il y a même Yellow Wolf, le rappeur, qui est présent sur quelques situations. On a Bruce Dern, Shia LaBeouf, Dakota Johnson, des participations de Jon Bernthal, qui je pense est là parce qu'il est très proche et il est très ami avec Shia LaBeouf. On a quand même un casting de film traditionnel. Le film n'a eu que 6 millions de dollars de budget. Et alors là, il va falloir remettre les choses dans leur contexte. 6 millions, c'est très peu. C'est quasiment parmi les films les moins coûteux de ce qui peut se produire actuellement. Et faire 22 millions, il faut savoir que non seulement pour les réals, mais pour la société de production, ça a été le plus gros carton de film jugé indépendant de l'année 2019 et l'un des plus gros cartons jamais fait par cette société justement de production. Ça a été ovationné par les critiques. Il me semble qu'on est au-dessus de 90% sur Rotten Tomatoes. Alors évidemment, je ne dis pas que Rotten Tomatoes a la science infuse, il suffit de voir les notes des films Marvel, mais on a quand même eu un plébiscite ovationné par la critique, et c'est un projet qui tenait énormément à cœur à Shia LaBeouf, qui s'y est impliqué corps et âme. Le tournage n'a pas été particulièrement facile, puisqu'il a été, évidemment, par rapport au budget, extrêmement court, et il a aussi fallu faire avec le scénario. Puisque le scénario, c'est quoi? C'est l'histoire de Zach, un jeune adulte atteint du syndrome de Down, qui va s'enfuir de la maison de retraite dans laquelle il est pour vivre son grand rêve, devenir lutteur professionnel, et découvrir quelqu'un qui est aussi en quête de lui-même, Shia LaBeouf. Shia LaBeouf incarnant le personnage de Tyler, qui va aider justement le jeune homme atteint du
syndrome à réaliser son rêve. Shia LaBeouf a dû jongler aussi sur l'écriture et le tournage du film Honey Boy, qui retrace donc le film sur sa vie par le prisme de son père. Donc ça n'a pas forcément été évident à gérer, il y a eu tout un tas d'obstacles sur ce film, notamment en termes de tournage, qui se sont greffés au projet. Qu'en est-il maintenant du film en lui-même? Est-ce qu'il est à la hauteur justement de ces critiques ovationnées aux États-Unis? On va le savoir tout de suite. Bang. Si vous regardez The Peanut Butter Falcon, il va falloir vous dire quelque chose tout de suite. C'est un des films les plus touchants que je n'ai jamais vu. On va jouer sur l'émotion, on va jouer sur une tendresse palpable, sur un questionnement autour des personnages que l'on va avoir à l'écran, mais aussi autour de nous, puisque je trouve que ça implique beaucoup le spectateur. Mais ce sera pas un film qui va énormément miser sur la forme. Parce que oui, sur la forme, on va assister à une mise en scène très classique. Je crois même, hormis quelques plans avec des drones, que tous les plans sont fixes. Je veux dire, on va pas assister à des envolées lyriques en termes de cadrage, on va pas avoir une photographie extraordinaire, on va pas jouer sur une colorimétrie particulièrement dense, non, le propos n'est pas là. Le propos de ce Peanut Butter Falcon, pour moi, est essentiellement sur le fond. Il n'empêche que le fond peut parfois servir à la forme quand on va chercher un petit peu plus loin. Et c'est vrai que si en termes purement de réalisation, ce que font les réalisateurs, les mouvements de caméra, les cadrages, on est dans quelque chose de classique, ce que nous montre la caméra est beaucoup plus intéressant. Je commencerai par exemple par parler des décors. Vous le savez, je suis très attaché aux États-Unis, et j'aime aussi beaucoup l'Amérique que l'on ne voit pas forcément au cinéma. L'Amérique qui essaie de s'en sortir financièrement, en termes aussi d'esprit de famille. Ce sera le cas avec Shia LaBeouf qui s'en veut beaucoup de la mort de son frère et qui va justement partir dans ce chemin de croix pour essayer de s'en sortir dans un monde qui n'a pas spécialement envie de lui. On va voir aussi tout un environnement où les gens essaient de survivre. La Caroline, la Floride, ce côté particulièrement sauvage est la retranscription du prisme des personnages qui vont naviguer justement et qui vont évoluer dans ce décor. Et c'est ça que j'ai trouvé très fort au-delà de mon amour pour les États-Unis, c'est que ce décor a une vraie signification. On est dans une Amérique qui essaie de s'en sortir exactement comme les deux personnages principaux, à savoir Zach et Tyler, essaieront de s'en sortir aussi par rapport à leurs démons, par rapport à leur situation. Dans un format road trip, il est particulièrement efficace puisque oui, le road trip en est un sans vraiment en être un, puisque ça va être un voyage effectivement pour les deux protagonistes vers la Floride en quête de cette école professionnelle de lutte où le personnage de Zach veut aller, mais ce serait aussi un voyage spirituel. Ce sera un voyage où ils vont se découvrir. Et ça, c'est parfaitement maîtrisé. On y reviendra après sur le fond vraiment à part entière du film, que ce soit en termes de dialogue ou en termes d'attachement, on est clairement dedans. C'est un film qui va aussi énormément user de sa composition originale et de bande originale, de vraiment d'une bande son qu'ils ont sélectionnée pour l'œuvre. Il faut savoir que les réalisateurs, avant chaque scène ou avant toutes les scènes les plus importantes, repassaient certains morceaux ou certaines compositions originales aux acteurs avant de jouer la scène pour qu'ils soient le plus possible imprégnés, si vous voulez, de la musique pour en sortir les meilleures émotions. Et alors ça, moi, c'est une disposition que j'adore. Vous savez que je suis énormément attaché à la bande originale et je suis énormément attaché à la musique au cinéma qui pour moi est capable non seulement de grandir un film mais de révéler les émotions des personnages. Mais en tout cas, il y a vraiment eu ce procédé d'inclure la musique au sein du tournage pour que ce soit particulièrement pertinent. Et ça l'est parce qu'on voit que les sonorités, qu'elles soient gospel, blues, jazz, folk, non seulement s'y à merveille à tout cet univers de Caroline, à tout cet univers floridien qu'on peut avoir. Je pense notamment à une scène où ils vont découvrir un prêtre aveugle qui va baptiser l'un des deux personnages. Oui, c'est vrai qu'on est dans un environnement, on est dans une aventure, on est dans un dépaysement. Et le spectateur, par ce road trip, va se sentir ému des deux personnages, mais aussi dépaysé. Je trouve ça génial et la musicalité le rend bien. À savoir aussi, pour vous parler du budget, donc 6 millions de dollars qui est très peu, les réalisateurs et les sociétés de prod avaient peur que tous les morceaux utilisés dans le film, arrivés à la phase finale de post-prod, se rendent compte qu'ils ne rentraient pas dans leur budget. Ils ont été surpris de se dire qu'en termes de droits d'auteur, ils avaient le droit d'utiliser toutes les musiques qu'ils ont dans le film, tellement ils étaient ric-rac niveau thune. Donc ça aussi c'est une anecdote assez rigolote, et quand tu vois finalement ce qu'ils font de la musique dans le film, bah je trouve que oui, effectivement, je suis content que ce soit rentré dans le budget. Parce que non, en termes de forme, vous allez pas tomber évidemment sur du Sam Mendes, du Scorsese ou alors du Spielberg, mais alors sur l'utilisation de l'environnement, sur ce que l'environnement représente pour nous et pour les personnages, et en termes de musicalité, là ça fait le taf. Et ensuite on arrive sur le fond. Et le fond, c'est le plus important du film. Ce sera le film feel good par excellence, qui fait du bien à voir d'ailleurs vu les situations actuelles de confinement, parce que c'est un film qui te donne de l'espoir, qui te donne envie de te battre, et pour moi la notion principale c'est fuck la fatalité. C'est un grand pied de nez à la fatalité, à ce que peut penser quelqu'un
quelqu'un qui a aussi un handicap comme celui qui est du syndrome de Down, on va voir qu'il est capable de se transcender, qu'il est capable d'agir par lui-même. Il y aura évidemment énormément de signification et de symbolique autour du handicap, la plupart du temps de façon extrêmement positive, notamment par la relation entre Shia LaBeouf et le personnage de Zach. Et c'est un film où tous les personnages qui vont graviter autour de lui vont se retrouver. Shia LaBeouf va retrouver une identité fraternelle qu'il avait perdue via la mort de Jon Bernthal, donc via la mort de son frère des années plus tôt. Il va se retrouver une humanité et il va se retrouver une vocation fraternelle qu'il avait perdue depuis longtemps. Zach va se trouver une identité, lui, qui lui est propre, et va réaliser son rêve. Je vais même aller plus loin, le personnage de Dakota Johnson va aussi passer de ce côté un petit peu être soignante, voire même peut-être psychiatre, à vraiment être humain et privilégier non pas le handicap, mais l'humanité de Zach, ses volontés, ses choix, pour pouvoir ensuite mieux le comprendre. Ça joue sur une multitude de côtés touchants. Alors c'est vrai que pour tous ceux qui ne sont pas forcément adeptes de ce genre de cinéma, ou tous ceux qui ne sont pas forcément accros à la tendresse à outrance, sur la quasi-totalité des scènes, on va énormément insister sur cette douceur que peuvent partager les personnages principaux, et moi, oui, ça m'a énormément ému. C'est le genre de rôle, je pense, idéal pour des mecs comme Shia LaBeouf qui sortent carrément, on en reparlera ensuite dans la partie casting, de leur sentier battu pour tenter quelque chose de radicalement différent de ce qu'ils font d'habitude, et ça fonctionne par l'empathie et la manière dont tous les protagonistes vont vraiment vivre cette expérience. Je peux même aller plus loin quand je dis que tous les personnages se retrouvent au fil du récit. L'ancien lutteur professionnel Saltwater Redneck va aussi, lui, par le côté très fanatique de Zach qui traverse des kilomètres et des kilomètres pour venir le voir, se retrouver, et comme je l'ai dit dans la première partie de la critique, oui, je pense que cette quête se révèle par le road trip, et c'est un voyage multi-lecture. Ça va être un voyage à plusieurs degrés qui va non seulement inclure tous les personnages autour de nous, mais aussi inclure le spectateur, parce qu'on peut se poser une multitude de questions après ce film-là. Une vie qui n'est pas uniquement centrée sur nous-mêmes, mais centrée sur l'autre, et où d'ailleurs l'autre est peut-être plus souvent responsable de notre redéfinition personnelle. Et c'est tout ça, pour moi, l'expérience du faucon au beurre d'arachide. Bang. Un petit mot maintenant sur le casting, au-delà des scènes émouvantes qu'on aura, et j'en compte vraiment plusieurs, je trouve le casting particulièrement riche, non seulement par rapport aux acteurs que j'ai cités. Mick Foley, qui est une légende maintenant de l'univers de la WWE et de la WCW, me semble-t-il, incarne en caméo l'annonceur et l'arbitre d'un des matchs de catch qu'on verra à la fin du film, donc ça c'est pour le petit caméo pertinent, mais sinon tous les acteurs jouent juste. Moi je le redis encore une fois, je trouve que Shia LaBeouf sort littéralement des sentiers dans lesquels on peut le voir d'habitude. C'est un drame comique, puisqu'il y a beaucoup de segments drôles, on n'hésite pas à rire, la volonté est aussi de rire. On voit Shia LaBeouf particulièrement impliqué, il s'éclate vraiment, et ça fait plaisir de le voir dans ce genre de film indé. Il me fait penser à ce genre de rôle comme dans American Honey, où il est exceptionnel parce que je pense que les réalisateurs lui laissent une totale liberté d'action. Tu sens qu'en termes de gestuelle, en termes de mimique, d'attitude, il est en roue libre, il est vraiment en libre interprétation de ce qu'il pense être le personnage, et là quand il a une telle affection pour Zach, ça se ressent à merveille, les deux fonctionnent très bien. Zach, exceptionnel dans son rôle. Alors, étant atteint du syndrome de Down, je trouve la prestation encore plus remarquable. Ça doit pas forcément être facile, et c'est quelque chose évidemment à saluer, comme c'est l'entièreté du film. J'apprécie d'ailleurs la mise en abîme. Un jeune atteint du syndrome qui se bat pour devenir lutteur, comme Godsagan s'est battu pour devenir acteur. Il y a le côté combat en dehors du ring qui est très émouvant, et pour la petite histoire, quand tu sais qu'il fut casté par les réals à la suite d'un premier rendez-vous déjà en 2011, où il avait bluffé Nielsen et Schwartz, c'est une belle revanche. Quand personne ne croyait en lui, il a créé l'exploit en faisant écrire un scénario pour lui où il serait la star. C'est plutôt cohérent. Dakota Johnson, alors elle, je pense, vous l'avez tous vu dans 50 nuances, je peux pas dire que dans 50 nuances elle m'est marquée, d'ailleurs j'en ai vu un et demi, j'ai même pas vu les trois. Elle m'a particulièrement bluffé dans ce film-là parce qu'elle en devient charmante. Et c'est pas forcément toujours le cas. Un film qui donne du charme à une actrice et qui la rend attachante, touchante et émotionnelle. Et là c'est vraiment ce que j'ai ressenti, parce qu'il va y avoir toute une étude vis-à-vis de son personnage qui est pourtant secondaire, et oui, je la trouve particulièrement charmante, et je la trouve beaucoup plus juste dans ce genre de film indé que dans les 50 nuances, où même si alors je ne suis pas expert du tout et j'ai vu un film et demi, je la trouvais à contre-courant et je la trouvais pas du tout dans le genre de rôle qu'elle pouvait avoir. Encore une fois, je suis pas expert, on m'a expliqué un petit peu le tenant et les aboutissants de 50 nuances, ça m'a confirmé dans l'idée déjà que je ne regarderai jamais le 1,5 qui me reste à faire. Dans ce rôle, dans ce genre de film indé, là oui, par contre, c'est excellent. Donc dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas évidemment à me donner votre point de vue. Est-ce que vous avez vu The Peanut Butter Falcon? Alors, c'est pas une vidéo qui fera des vues, je sais bien, mais j'avais vraiment envie de vous le proposer. C'est une critique du cœur, c'est la semaine Shia LaBeouf, c'est la semaine
semaine du cœur. J'ai vraiment envie de vous partager des plus petits films. On va faire Honey Boy dans 2 jours, qui sera le film centré sur Shia LaBeouf, et ensuite un hors-série. Vous ne pouvez clairement pas vous attendre à ce qui va vous tomber dessus. Mais voilà, ça fait partie aussi de mon optique cette année, de vouloir vous présenter des films un peu plus indépendants, de vouloir présenter des vidéos un petit peu plus atypiques. Et comme c'est sorti directement en vidéo, c'est un film qui est passé inaperçu. Mais quand c'est du passé inaperçu comme ça, c'est sympa.